Saison 2, l'invité du jour, le boss final, Monsieur Mathias Soulog. Bien le bonjour. Comment ça va, Matt? Ça va très bien, je te remercie. Ouais. La route s'est bien passée. La route s'est bien passée, en train de nuit, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'est cool. Merci de venir sur le podcast aujourd'hui. Là, je suis heureux, tu vois. C'est vrai, Je suis un coach heureux. parfait. Ça se voit, tu... Bon, bref. Tu vois. Petite présentation et bref parcours quand même à résumer, Matt. Je suis éducateur sportif, donc coach sportif, formateur autour des sciences du sport. Donc ça, c'est mon activité professionnelle. Et à côté de ça, moi, je suis passé par, en France, le classique, entre guillemets, c'est-à-dire licence STAPS, entraînement sportif, master STAPS. Mais en master, je ne me suis pas vraiment dirigé vers la prépa physique, donc entre guillemets en club, en fédération ou autre. J'ai plutôt pris le chemin du laboratoire et des analyses scientifiques. Donc j'ai intégré l'INSERM, j'ai fait mon master 2 à l'INSERM, et le sujet principal de mon mémoire, c'était autour de la contraction excentrique et du contrôle neurophysiologique avec de l'électroencéphalographie, des choses comme ça. Tu vois. Ouais, je me rappelle, on en avait discuté. Voilà. Je ne sais même plus comment je t'ai découvert au tout début sur les réseaux, c'est très vague, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai 30 ans là, à l'heure actuelle, oui, effectivement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce domaine scientifique? Rien en particulier, c'est plutôt quand tu es en master, on t'aiguille en fait directement. Quels sont les enseignants-chercheurs, quelles sont leurs spécialités, avec qui tu t'entends le mieux, et qui acceptent de te prendre. En fait, si tu veux, ils ont tendance à repérer qui est dans la capacité plus ou moins de faire de la recherche et qui est suffisamment intéressé par ce monde de la recherche pour pouvoir en faire. Et l'intérêt est né. Et l'intérêt, ouais, mais l'intérêt était déjà là. Moi, j'aimais bien les sciences dès la licence. Ah ouais. J'ai eu une tendance à tout justifier par les sciences dès le début, quasiment. De manière un peu trop caricaturale, bien sûr, mais il faut bien commencer quelque part. Et ensuite, tu mets un peu d'eau dans ton vin, tu vois. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais c'est ça l'idée. Donc l'intérêt, il est né parce qu'il y a des enseignants-chercheurs qui ont bien voulu m'accueillir et qui m'ont donné l'opportunité de faire ce master-là. D'accord. Mathias, première question. C'est pas que je tremble face à toi, je me dis c'est quand même le boss final, mais la vraie question, c'est pourquoi tremblons-nous quand on fait du sport? On n'a pas de réponse définitive à cette question-là ou à ce phénomène. L'hypothèse principale que l'on peut faire, c'est celle d'un décalage dans la synchronisation des unités motrices. Donc quand on envoie un potentiel d'action, il y a toujours une plaque motrice, c'est-à-dire un ensemble de neurones qu'on appelle des axones, et les fibres musculaires sous-jacentes qui sont contrôlées par ces neurones. Donc ça, c'est une unité motrice. Et cette unité motrice, toutes les unités motrices de nos muscles ne fonctionnent pas en même temps. En général, si on te propose un effort maximal ou un effort prolongé, tu vas voir ce qu'on appelle une loi de Henneman, qui est un recrutement progressif des unités motrices, où on commence sur les plus petits axones ou les plus petites unités motrices pour les plus grosses. Donc généralement, fibre de type 1, fibre de type 2A, fibre de type 2X. Ça, c'est une chose, mais la synchronisation se fait au fur et à mesure. Sur un exercice dit isométrique ou un exercice sur lequel il y a besoin d'un contrôle minutieux, lent, précis, ou un exercice sur lequel on n'est pas accoutumé, on a tendance à avoir des décalages dans les synchronisations d'unités motrices. Donc tu as une unité motrice qui se contracte ou qui fait la contraction musculaire telle qu'on la connaît avec le cycle de Huxley, donc le mécanisme de Huxley, et puis d'autre part des unités motrices qui sont au repos. Et en fait, quand tu as trop gros décalage entre ces unités motrices-là, il est possible que tu observes ton muscle un petit peu vibrer, à trembler, tu vois. Donc il y a des unités motrices qui se contractent, d'autres qui sont relâchées, contractées, relâchées, contractées, relâchées. Mais c'est pas grave. Mais ça n'a rien de grave. En fait, à force d'apprentissage moteur, on améliore ce recrutement d'unités motrices et cette synchronisation. C'est une des hypothèses que l'on peut faire. Et donc, on se retrouve dans la situation où on tremble moins avec apprentissage moteur. Est-ce qu'on finit par ne plus trembler du tout? Oui, ça arrive, oui. Sauf quand tu débarques dans la pièce. Sauf c'est vrai, ouais, c'est ça, voilà. Mais ça dépend de la tâche motrice qu'on te demande de réaliser. Merci Matt. On va s'attarder un petit peu sur les travaux de force. J'ai préparé une série de questions, tu le sais. J'ai vraiment envie qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Pour toi, et par rapport à ce que dit la recherche, est-ce que la fréquence d'entraînement pour la prise de force, c'est un allié considérable? Je ne mettrai pas le terme considérable, mais c'est un allié. À une condition, que la fréquence d'entraînement permette de faire un volume d'entraînement supérieur. C'est-à-dire que quand on regarde la recherche à l'heure actuelle, il semble y avoir une relation dose-effet entre la fréquence d'entraînement, en nombre d'entraînements par semaine,
et les gains de masse musculaire. Sauf que lorsqu'on rend les groupes de comparaison à volume d'entraînement identique, on n'observe plus ces effets-là. Donc si jamais la fréquence est un allié, ça n'est un allié que si le volume d'entraînement augmente au fur et à mesure qu'on ajoute des sessions. Mais si je compare 2 sessions d'entraînement par semaine à 4 sessions d'entraînement par semaine et que le volume d'entraînement par groupe musculaire est identique, il est probable que je n'observe plus de différence. Pour être plus exact, les résultats échouent à mettre en avant une différence au niveau de ces comparaisons. Donc, l'avantage que je vois à une plus grande fréquence d'entraînement, c'est pas vraiment sur les gains de masse musculaire. Éventuellement, si on a des individus en coaching qui ont tendance à être, entre guillemets, faibles répondeurs aux entraînements. C'est-à-dire que tu leur as proposé un volume d'entraînement ou une fréquence d'entraînement qui n'est pas suffisant pour observer des gains chez eux ou chez elles. Alors, ajouter une séance supplémentaire qui permet d'ajouter du volume d'entraînement supplémentaire, ça pourrait être une stratégie intéressante pour observer des gains de force maximale supplémentaires, tu vois. Mais si entre un individu qui a du mal à répondre aux entraînements, je lui ai proposé 2 séances, je te dis une bêtise, un volume d'entraînement de 8 séries par groupe musculaire par semaine, et 4 séances, mais pour le même volume, je ne suis pas censé observer des gains de force maximale très différents. En tout cas, la prédiction que je peux faire, c'est qu'ils ne sont pas si différents que ça. Donc, c'est les arguments qui peuvent aller en faveur d'une plus haute fréquence d'entraînement, c'est soit de l'apprentissage moteur, parce qu'on se retrouve dans le cas d'un individu qui a du mal à comprendre comment trouver son mouvement, comment avec sa propre technique, j'aime pas le mot technique, c'est trop large, mais on va dire exécution, si tu préfères, ou pattern de mouvement, n'importe. Il a besoin de trouver la manière, en fonction des caractéristiques personnelles dont il doit soulever pour que ça soit le plus efficace chez lui, faire en sorte qu'il se retrouve plus régulièrement face à ce mouvement, c'est lui offrir différentes possibilités d'apprentissage, différentes méthodes d'apprentissage pour qu'il trouve son mouvement à lui. Et il peut explorer différentes versions du mouvement, sumo, semi-sumo, si on parle d'un deadlift par exemple, conventionnel. Est-ce qu'il inverse le grip? Est-ce qu'il inverse... Jusqu'à se sentir suffisamment confortable. Donc là, c'est vraiment de l'exploration. Donc là, c'est de l'exploration sur du phénomène d'apprentissage moteur. L'autre avantage d'une plus haute fréquence d'entraînement, c'est potentiellement la redistribution d'un volume d'entraînement et donc une meilleure récupération entre les sessions parce qu'on a fait moins, on est moins fatigué. Donc c'est plutôt une gestion de la charge d'entraînement que ça n'est vraiment une observation directe des gains de force maximale. Quand on parle de volume, on parle de tonnage? Tu peux parler de tonnage si tu veux, mais moi j'ai tendance à voir le tonnage comme un outil qui est rétrospectif, c'est-à-dire qui permet chez certains individus de suivre leur évolution en tonnage, donc en volume d'entraînement au fur et à mesure des semaines et sur plus ou moins long terme. Mais si jamais on veut faire une prescription, un nombre de séries par groupe musculaire par semaine amené en fonction de l'objectif plus ou moins proche de l'échec, c'est plutôt ça qu'on a tendance à utiliser pour quantifier le volume d'entraînement. D'accord. Parfait. Je pense que... Ouais, si c'est clair, tant mieux. Moi, ça me semble clair. Okay. Toujours dans le domaine des gains de force. Est-ce que l'excentrique supramax, parce que tu sais que ça a fait un moment la une sur les réseaux, ça continue notamment de le faire, on va expliquer par des exemples aussi ce que cela représente, est utile pour réaliser des gains sur la face concentrique d'un mouvement. Je donne un exemple, parce que les termes supramax, etc., pour certains, peut-être que je m'y perds, il y a des gym bros qui commencent et qui regardent un petit peu le podcast, etc. C'est, moi, Nicolas Genotte, je ne parviens pas à réaliser une traction. Et je me dis, j'ai vraiment envie de réussir à faire des tractions parce que je vais être un champion du monde de street lifting, tu vois. Mais avant de me lester, je vais faire, voilà, de l'excentrique supramax. Donc, j'arrive pas à faire ma première traction au poids du corps. Il va falloir commencer par là. Donc, je commence en position haute du mouvement et je contrôle ma descente jusqu'au bout parce que ça semble être justement du supramax. Je n'arrive pas à faire la phase concentrique, mais j'arrive à contrôler mon mouvement en position basse. Est-ce que ça permet effectivement un gain de force et que plus tard, grâce à cela, je vais savoir réaliser mon mouvement également sur la phase concentrique, donc la phase de tirage, et réussir à avoir des gains et réussir ma première traction? Oui. Top. Oui. Mais ce n'est peut-être pas le plus optimal en fonction des effets que cela peut apporter. En fait, si tu veux, c'est quels sont
quelles sont les conséquences de la mise en place d'un entraînement excentrique tout court, mais surtout maximal, supramaximal. Donc c'est surtout sur la fatigue qu'il faut poser la question. Savoir est-ce que je ne dispose pas de méthode qui me permettrait d'aboutir au même objectif, au même gain de force maximale, sans les inconvénients notables de l'excentrique. Courbature. Par exemple. Ça, c'est vrai surtout sur des exercices pour lesquels on n'est pas accoutumé et pour des novices qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas mis ce qu'on appelle en place un effet protecteur. Donc, dans cette mesure, oui, l'excentrique max, supramax est un bon outil, mais c'est un outil qui a des inconvénients. Qui a peut-être plus d'inconvénients par rapport au gain que l'on souhaite. Moi, j'ai tendance à le penser, ouais. J'ai tendance à penser que dans la quasi-totalité des situations, se mettre en maximal, supramaximal pour de l'excentrique, ça n'a pas de bénéfice supplémentaire par rapport à des méthodes plus conventionnelles de progressivité au cours du temps. C'est-à-dire que je peux planifier des tractions délestées avec élastique, si jamais tu arrives à peu près contrôler le délestage avec élastique ou la trajectoire, voilà. Ou la machine dont j'ai complètement oublié le nom, le gravitron, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Gravitron. Donc le gravitron, là pour le coup, voilà, excellent. Parce que tu as une charge qui est stricte, tu es capable de suivre au cours du temps et de planifier ta progression au cours du temps. Donc tu contrôles un maximum de variables. Si jamais je venais à mettre sur plus ou moins long terme une progressivité dans les contraintes ou l'exposition aux contraintes d'un individu, il y a probablement autant de chances pour que j'aboutisse au même gain et à ma capacité à faire une traction au poids de corps en comparaison d'une méthode type excentrique, maximale, supramaximale. Sauf que j'aurais probablement moins d'inconvénients en termes de fatigue générée. Donc c'est plus un rapport coût-bénéfice, tu vois, qu'est-ce que bénéfice-risque, qu'est-ce que je risque? Probablement pas la blessure, mais probablement une fatigue un petit peu exagérée par rapport aux gains que je pourrais en tirer sur plus ou moins long terme. Ce qui peut impacter les sessions à venir, enfin les prochaines sessions dans la semaine notamment. Oui. En tout cas, peut-être plus. C'est ça. Donc la réponse courte, c'est oui, mais... Ouais, mais est-ce qu'il faut absolument la mettre en avant comme la méthode miracle pour les gains de force? Non. En tout cas, pour le moment, on échoue à mettre en avant que c'est plus efficace que d'autres méthodes plus traditionnelles. S'entraîner sur du concentré. Ouais. Ça l'est pas nécessairement. Ou ça l'a pas l'air de l'être. Dans ta formation excentrique. Excentropie, ouais. J'ai faite, elle était vraiment très bien. Et c'est peut-être en fait, c'est notamment pour ça que cette formation m'a permis d'économiser de l'argent. Je m'explique, parce qu'à un moment, je regardais pour acheter des excentriques Relasers. Je pense que ça améliore notamment le RFD. Ça peut, c'est un outil, mais c'est pas du tout obligatoire si on veut travailler d'autres aspects là-dessus. Donc en fait, là la petite aparté, c'est que se former, ça permet aussi d'économiser de l'argent. C'est pour ça que je fais mes formations. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment super. On mettra le lien en description. Je te remercie. Il n'y a pas de code promo en plus. Donc. Ça, je pourrais en mettre un si tu veux. Pourra, mais la qualité, ça se paye, les amis. Donc je pense que là, on a vraiment bien répondu. C'est vraiment, vraiment clair. Je pense que tu as répondu indirectement en fait tantôt quand j'ai demandé comment définir en fait le volume d'entraînement. Donc je t'avais demandé si c'était le tonnage et puis tu as dit que ça pouvait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on pourrait dire? Parce que c'est vrai que quand on parle de volume d'entraînement, il y a parfois des personnes qui disent, qui pensent plutôt indirectement que c'est simplement une augmentation des séries. C'est un des paramètres, les séries. Mais ça peut simplement être, si on était à 3x8 à 100 kg sur son max watt par exemple, on peut très bien faire 3x8 à 101 la semaine prochaine, et là c'est le tonnage qui s'améliore, et ça, donc le volume d'entraînement monte. Oui. Si je le vois comme ça personnellement. Alors ta question, elle porte sur la définition, mais du coup, la prescription par le nombre de séries hebdomadaires par groupe musculaire, ou le tonnage, relatif ou total, qui est souvent rétrospectif, c'est pas la définition du volume. Ce sont les outils qui sont associés à une définition plus générale de ce qu'est le volume. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un volume d'entraînement, c'est aussi vrai, ça doit être aussi vrai pour toutes les disciplines sportives confondues.
Sauf que il n'y a pas de question de tonnage dans le cadre de la course à pied. On parlera plutôt de nombre de kilomètres par semaine, tu vois. Donc en fait, j'ai besoin d'une définition qui soit plus large et qui est généralement la quantité d'efforts fournis par un individu pour une tâche motrice donnée. Et la précision, la plus grande précision que l'on pourrait avoir à l'heure actuelle du point de vue biomécanique, c'est de quantifier ce qu'on appelle le travail total, qui est la quantité de mouvement en Newton-mètre, donc c'est le moment de force, par la distance. Donc c'est le produit du moment de force par la distance. Parce que quelqu'un qui soulève 100 kg et qui fait une distance, parce que par exemple il est particulièrement grand, qui fait une distance de 1 mètre, et quelqu'un qui fait ma taille par exemple et qui fait probablement 60 cm en termes de distance sur un squat, sur un back squat, on n'est pas en train de réaliser la même quantité de travail total. Quand bien même la charge serait identique. Tu vois. Donc j'ai besoin d'une définition plus large pour définir ce qu'est le volume. C'est une quantité de mouvement, c'est une quantité d'effort. Et ensuite, je peux me poser la question des outils qui sont utiles pour quantifier le volume d'entraînement. Et si on parle de musculation et ou de force athlétique et parfois, dans une certaine mesure, d'haltérophilie, c'est un peu moins vrai. De Girevoix. De Girevoix, si tu veux. On pourra parler de nombre de séries par semaine par groupe musculaire. Je vois ça plutôt comme un outil prescriptif. Ouais. On peut parler de tonnage total qui est en kilos. C'est plutôt un outil rétrospectif. Je regarde ce que l'individu a fait au cours d'une séance ou au cours d'une semaine pour un groupe musculaire donné, pour une session donnée. Ça peut pas un commandant de le suivre, de manière plus ou moins locale ou pas en fonction de ses objectifs. Et puis ensuite, il y a toujours ce qu'on pourrait appeler le tonnage relatif. Et là, c'est quand tu as des pourcentages de RM, par exemple, et que tu n'as pas de charge associée. Si tu as envie de prescrire et de suivre quelqu'un avec une prescription type tonnage relatif, c'est le nombre de séries par le nombre de répétitions, fois le coefficient, par exemple 80% de RM, c'est 0,8. Donc typiquement, 4 fois 10 fois 0,8, bon, j'ai un tonnage relatif. Et à partir de là, je peux suivre. Je ne suis pas très un grand fan de cette manière-là de fonctionner, pour d'autres raisons, mais bon, c'est 3 méthodes faciles d'accès pour n'importe quel coach, pour n'importe quel pratiquante, d'évaluer, de suivre ou de prescrire. Donc ça, c'est des outils de quantification du volume d'entraînement. Ok, top. Pour toi, on parle de volume. Est-ce qu'il y a une forte corrélation entre ce fameux volume d'entraînement et les gains de force? Je jubile déjà parce que je sais que ça va plaire à Thibaut de Smart & Strong. Je le sais, tu vois. Je le sais. La réponse, ça peut être autant oui que non. C'est-à-dire que quand on regarde la littérature scientifique sur le sujet, il y a un palier à partir duquel on observe bien des gains supplémentaires lorsque je rajoute du volume supplémentaire. Donc si je quantifie mon volume par nombre de séries, par groupe musculaire, par semaine, pour un mouvement ou pour un groupe musculaire, alors faire des séries multiples en comparaison d'une série unique, ça donne généralement des résultats supérieurs. Dans cette mesure, on peut faire l'affirmation d'une certaine façon que le volume a quand même son importance. Donc qu'on comprenne bien ici, série unique, une seule série. Une seule série pour un mouvement. Voilà, et multisérie, c'est par exemple 2 séries, 3 séries, 4 séries. Exactement. Okay. Sauf que, c'est là qu'il faut aller plus loin, c'est que on peut se poser la question, au moins scientifiquement, de savoir s'il existe un effet plafond, c'est-à-dire un seuil à partir duquel on n'observe plus nécessairement de bénéfice à l'ajout du volume d'entraînement sur des gains de force maximale. Et il se trouve que pour la force maximale, en tout cas de ce qu'on croit comprendre, notamment chez les individus novices intermédiaires au sein de la littérature scientifique actuellement, c'est que l'effet plafond il arrive très vite. C'est-à-dire que si je compare une série par semaine, donc série unique, série multiple, 2-3 séries par semaine, et que je le compare à nouveau à 4-6, 4-6, 2-3 donne généralement des résultats supérieurs en comparaison d'une série unique. Mais lorsque je fais la comparaison 2-3 versus 4-6, j'échoue à montrer une différence. Donc ça serait plus l'amélioration alors de la synchronisation du mouvement qui pourrait expliquer en fait des gains de force. Quand tu reparles de la synchronisation dont je parlais au début, c'est-à-dire synchronisation des unités motrices, que ça peut être un des paramètres qui permet d'être plus fort sur un mouvement. Alors c'est possible chez le débutant, mais c'est une adaptation neurologique qui arrive quasiment dans la séance. Les diminutions. Parce que si je te fais, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais
Si je te fais faire 3 séries de gainage de 40 secondes, sur la première, tu vas trembler plus que sur la troisième. Oui, En fait, ça, c'est on est déjà un d'accord. effet d'apprentissage On qui est l'observe, hein, de toute relativement façon. court, en fait. Au cours du temps, il est de plus en plus important. En fait, les adaptations neurologiques qui sont en partie responsables, notamment sur les premières périodes d'entraînement pour les gains de force maximaux, elles sont très larges, vraiment multiples, et on peut parler d'inhibition au niveau corticospinal, on peut parler de temps de silence, ou de période de silence au niveau neuronal, c'est-à-dire que au niveau neuronal, tu vas dépolariser la membrane d'un neurone, il va envoyer un potentiel d'action, d'accord? Donc ça, c'est les électrons en général qui le gèrent. Et de ce point de vue-là, il va couper. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est activé, il se coupe par la suite. Et on a une période de silence qui est plus ou moins longue. Plus les périodes de silence sont longues, c'est généralement associé à des individus novices. Et en fait, au fur et à mesure de l'entraînement, ces périodes de silence, donc ça veut dire qu'un individu entraîné, ou de plus en plus entraîné, il est capable d'envoyer des potentiels d'action qui sont plus fréquents, en fait. Donc c'est en fait les adaptations neuro des entraînements de force, elles sont très larges. Elles peuvent se passer au niveau cortical, elles peuvent se passer au niveau du cervelet, elles peuvent se passer au niveau de la moelle épinière, parce qu'il y a beaucoup d'inhibition au niveau de la moelle épinière, avec des arcs réflexes qui sont très nombreux. Et en partie, elles peuvent se passer au niveau local, c'est-à-dire périphérique musculaire. Donc ça, c'est généralement les adaptations dites neuronales, neurologiques. Ce sont les adaptations qui viennent en premier. Mais sur le long terme, la masse musculaire joue un rôle moins important. Alors j'ai une certaine mesure. Et ça, c'est plus chez les individus entraînés, du coup? On l'observe plus souvent chez les individus entraînés. Ok. Parce que les effets d'apprentissage sont pareils. C'est ce qu'on appelle des diminishing returns en anglais, c'est-à-dire des retours sur investissement amoindris, quoi. J'ai investi un effort, sauf que quand je suis débutant, la magnitude des bénéfices est beaucoup plus importante pour un effort donné que chez un individu entraîné. Il aura potentiellement des bénéfices supplémentaires, mais il va falloir qu'il affronte un petit peu de curseur de l'effort s'il veut obtenir des bénéfices sensiblement identiques aux débutants. C'est quoi la magnitude, Mathias? Ah, c'est compliqué à expliquer. C'est une magnitude Quand on parle de différence. magnitude Ouais. d'effet, par exemple, tu vois. Je peux le voir de plein de manières différentes. Alors allons au plus simple. Au plus simple, au plus simple. Moi, je quitte le podcast, j'en ai marre. C'est le degré de réponse d'un individu. Je peux le quantifier en pourcent, je peux le quantifier en valeur brute, ou je peux le quantifier sur des analyses statistiques, type en taille d'effet, des Cohen, etc. Je pense que ça permet de voir déjà plus Voilà. clair. C'est une magnitude, c'est un degré d'amplitude, un degré de progression, un degré de réponse individuel. Et que je peux moyenner, regrouper, regarder une dispersion, je peux faire plein de choses. Voilà. Je pense qu'on a répondu principalement à cela. Bah ça, c'est la prochaine question, en fait, elle touchait principalement justement à la masse musculaire, en fait. Ouais. Et je pense que tu as répondu déjà en partie. Bah, si je peux me permettre d'ajouter juste un petit point, quand il s'agit de force maximale et que l'on a envie d'établir une relation entre le volume d'entraînement et les gains de force maximale, il ne faut pas oublier que c'est peut-être pas le paramètre fondamental des gains en force max. Le paramètre fondamental des gains en force max, c'est l'intensité que je mets sur ma charge. Si on fait les plus grosses analyses qui existent à l'heure actuelle, c'est celle de Swinton, elle est sortie il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois. Ils ont cherché avec Brent Schoenfeld là, à compiler toutes les études liées à des mesures de prépa physique classiques. Puissance, hauteur de saut, vitesse, force maximale, typiquement. 295 études, 6700 bonhommes, et ils ont essayé de créer des modèles, c'est-à-dire de prendre des variables d'entraînement, le volume, la fréquence, l'expérience de l'individu, c'est-à-dire le temps d'exposition à un entraînement, l'intensité, bref, tu vois, tout ce genre de petites variables. Ils les ont mis dans des modèles et ils regardent quel est le modèle qui arrive à mieux prédire la réponse des individus aux entraînements. Quand on parle de force maximale, la quasi-totalité de la prédiction se fait par le biais de l'intensité en pourcentage de RM, puisque c'est souvent comme ça que c'est employé. On pense à quoi? 80%? Oui, souvent. On peut en parler si tu veux. La plupart du temps, le seuil qui est fixé, c'est souvent 80%. 80%. Qui a l'air de donner des résultats légèrement supérieurs en comparaison des charges dites modérées ou des charges dites légères. Légères, 60-65% et en dessous de 1 RM, si jamais je décide de quantifier en 1 RM. 65-80% charge modérée, plus de 80% charge lourde.
les probabilités de bénéfices mesurées par Curie et ses collaborateurs, par exemple, c'est une grosse analyse publiée dans le BJSM, c'est plutôt de dire que séries multiples associées à 80% de RM, c'est ce qui donne les plus hautes probabilités de bénéfices sur des gains de force maximale. Tout individu confondu, et le paramètre modérateur qui est celui du statut d'entraînement n'a pas l'air de jouer un rôle majeur. On échoue à mettre en avant que c'est une variable modératrice forte. Et c'est vrai pour le genre sexuel d'ailleurs aussi. Parce que souvent on a tendance à dire que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes. C'est pas vrai. Relativement, elles gagnent autant. Et en absolu, parfois on peut observer des magnitudes. Fait un post à ce sujet, je pense. Oui, je fais plusieurs posts. Bien taper sur les reçus. Ça me gonfle de le voir tout le temps. Là, les hommes sont meilleurs. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, je pense que ça répondait notamment à est-ce qu'il y a une forte... est-ce qu'une masse musculaire plus importante est corrélée à des meilleurs gains de force chez des individus entraînés? Alors, c'est non, parce que tel que tu tournes la question, c'est meilleurs gains. Oui, pardon. Mais c'est pas les meilleurs gains qui m'intéressent, parce que les meilleurs gains, ils dépendent probablement de sensibilité individuelle aux entraînements. Donc la question, c'est pas vraiment les gains, c'est plutôt est-ce qu'il existe une corrélation entre la masse musculaire d'un individu et la force maximale? La réponse est oui, sous condition, et on en discutait avec Vassilis. Il y a quelques données qui limitent la validité du modèle. C'est-à-dire que c'est une corrélation. C'est-à-dire que lorsque j'observe, normalement, c'est la relation causale, ou la probablement causale, c'est augmentation de la masse musculaire a tendance à donner, ou on a tendance à observer, à prédire des gains de force maximale supplémentaires. C'est pas parce qu'on gagne en force qu'on gagne en masse musculaire. La relation ne va pas dans ce sens du point de vue causal. C'est plutôt l'inverse. C'est masse musculaire qui a l'air d'aboutir pour tout un tas de raisons. Je rajoute du matériel contractile, c'est lui qui produit en grande partie la force. Il est logique d'observer des gains de force maximale. Quand on regarde ce type de corrélation, on est censé le voir de manière inverse et dans toutes les directions. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation de la masse musculaire, je suis censé observer une augmentation de la force maximale. S'il y a une diminution de la masse musculaire, le modèle est censé quand même prédire qu'il y a une diminution de la force maximale. Sauf que ce n'est pas toujours ce qu'on observe, notamment chez les individus âgés. Ensuite, on peut faire d'autres hypothèses. Peut-être que c'est des questions de tout simplement, neuronales. Les adaptations neuronales sont encore présentes chez les individus âgés. Tu vois. Il y a des hypothèses que l'on peut tenter de mettre en place et de vérifier pour conserver la validité de notre modèle. Ce qui peut être rassurant aussi, c'est qu'on a quand même l'impression au début que la carrière d'un athlète des sports de force n'était pas aussi longue que ce que l'on a aujourd'hui. On a même l'impression que des athlètes passés 35, 40, 42, 44, 45 ans, ils arrêtent. Mais il y en a des retours de terrain, certains disent aussi qu'ils continuent à avoir des gains en force. Bon, après, on n'est pas au courant de tous les paramètres qu'ils mettent en place pour le faire, mais ça peut-être aussi rassurer certains pour savoir si je me lance maintenant, c'est trop tard ou autre. On en discutait avec dans la voiture en venant. Il y a une étude de Christopher Latelia qui est assez intéressante, qui a tenté de suivre pendant une période de 15 ans, rétrospectivement, des individus qui font du powerlifting, et ils ont regardé leur évolution au cours du temps. Il se trouve qu'au cours de ces 15 ans, ils ne gagnent quasiment pas de force. En fait, il y a des périodes où ils en gagnent beaucoup, mais il y en a d'autres où ils en perdent beaucoup aussi. En fait, il est très certainement dans les sciences du sport, on va absolument mettre des processus interventionnels, des études interventionnelles en place. Mais souvent, leur problème, c'est que les tailles des échantillons sont très petites, donc potentiellement un manque de représentativité pour une population plus générale. Donc quand on nous dit que l'échantillon est faible et que c'est une critique qu'on fait envers les sciences du sport, c'est légitime? C'est légitime. C'est une critique qui est légitime. On peut passer au-dessus selon les conditions, mais souvent c'est une critique légitime. Les études en sciences du sport sont sous-échantillonnées, et donc elles manquent probablement de puissance statistique pour prédire ou pour mettre en avant certains effets. Et donc quand ils ont suivi ce temps-là, dans les sciences du sport, on va absolument mettre en place ce type d'études. C'est dommage. Il est possible qu'il faille améliorer la mise en place d'études dites prospectives de cohorte, c'est-à-dire qu'on sait que les individus s'entraînent de toute façon, indépendamment de la volonté des chercheurs et des chercheuses. Et donc, on peut leur demander rétrospectivement ou prospectivement, c'est-à-dire avec un suivi dans les temps, ce qu'ils ont fait, quelles étaient leurs variables d'entraînement, et regarder leur évolution au cours du temps. Donc des études... Ouais, par exemple. Mais ça, c'est ce qu'on fait dans les sciences nutritionnelles, que l'on fait bien, que l'on ne met jamais en place dans les sciences de l'entraînement et que l'on pourrait mettre en place dans les sciences de l'entraînement. Ça, c'est particulièrement intéressant pour voir sur le long terme qu'est-ce que ça donne une évolution
réaliste d'un individu en fonction des contraintes écologiques, tu vois, de la vie de tous les jours. Je vais avoir un gosse, j'arrête, j'ai plus de thunes, je peux plus m'inscrire à la salle, j'arrête. J'ai plus la motive parce que X ou Y raison. Voilà, beaucoup de variables. Il faut petit à petit proposer ce type d'études et ajuster à ces variables pour voir s'il y a une variable qui est plus souvent associée à la progression ou pas, ou à l'arrêt de l'exercice. C'est dommage, ça manque dans le sport, ça. Un jour, peut-être. On l'espère. On verra. Ok. Matt, c'est quoi le RIR? C'est quoi le RPE? Et surtout, est-ce qu'un RPE 9, ça équivaut à un RIR 1? Ce sont des échelles subjectives de quantification de l'effort ou de la perception de l'effort. RPE, Rating of Perceived Exertion ou Exertion, ça dépend comment on le traduit, mais qu'importe. C'est une échelle de perception de l'effort. C'est d'abord demander à un individu qualitativement comment il a jugé l'effort qu'il vient de faire, indépendamment de l'inconfort et indépendamment de la douleur. C'est pour ça que c'est très important de donner une définition qui est très précise du RPE. La définition la plus précise, la plus discriminante, c'est-à-dire qui est capable de vraiment faire la distinction entre ce qui relève de l'effort, de l'inconfort et de la douleur, c'est celle qui a été donnée par un chercheur italien qui s'appelle Samuele Marcora et qui nous dit que la perception de l'effort ou l'effort, c'est la notation de la difficulté, de la vigueur et de l'intensité d'une tâche physique. Ça, il faut le mettre, il faut familiariser nos sportifs et nos sportives avec. Mettre la définition sous les yeux, préciser qu'on n'évalue pas la douleur et l'inconfort, on n'évalue que l'effort. Et ensuite, on lui demande une échelle qualitative. Est-ce que l'effort était léger, très léger, modéré, dur, extrêmement dur, maximal ou plus, pour éviter ce qu'on appelle un effet plafond. Et ensuite, lui nous donne un chiffre qui correspond à cette évaluation qualitative. C'est ça la RPE. Donc c'est une échelle de perception de l'effort. La RIR, c'est une échelle d'estimation du nombre de répétitions en réserve qui nous reste avant d'aboutir à ce qu'on pourrait appeler un échec. Encore faut-il qu'on s'entende voilà, sur ce que veut dire échec. Justement, est-ce que l'échec musculaire, petit aparté, c'est une diminution de la vitesse par rapport à l'objectif, quand je parle de vitesse gestuelle de la barre sur un squat par exemple? Est-ce que c'est l'arrêt d'une exécution qu'on a standardisée ou qu'on n'arrive pas à finaliser? Comment le définir? C'est tout ça. C'est génial. C'est tout ça. Et en fait, Il n'y a pas forcément de corrélation entre... Et en fait, c'est un peu le problème. C'est que si je regarde la littérature scientifique sur le sujet des RIR, avec Bastos et collaborateurs en 2024 par exemple, une grosse revue cadrée sur le sujet. Bastos, ouais, tu en as déjà parlé, notamment dans tes formations, je pense. Celle qu'on est en train de mettre en place avec Vassilis surtout, parce qu'elle s'est sortie très récemment comme revue, tu vois. De quelle formation s'agit-il? Avec Vass, on a mis en place une formation qui s'appelle la science de l'hypertrophie. C'est, pour faire simple, un ensemble de recommandations pratiques d'entraînement et nutritionnel, avec un cadre d'analyse qui est cohérent, basé sur la littérature scientifique, mais aussi sur notre expérience personnelle. Et ces recommandations, elles sont cohérentes philosophiquement. On en discute 2-3 fois dans... Oui, il y a de l'introduction à la philo. Non, pardon. Si, il y a une introduction à la philo. Oui, bien sûr, il y a une introduction à la formation, et en partie philosophique, parce qu'il faut bien qu'on montre comment on réfléchit, en fait, c'est moi, comment on analyse les données. Et ensuite, ces recommandations, elles sont pratiques. On les voulait pratiques. Elles doivent être cohérentes. Il ne faut pas qu'elles admettent tout et son contraire, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut partir dans une direction. Et en plus, elles sont mobilisables immédiatement. C'est-à-dire que si demain, tu fais notre formation, tu cliques sur pause, tu es capable de mettre en place tout de suite, là maintenant, ce qu'on vient de te recommander. Je valide parce que je l'ai prise. Et j'ai profité de la prévente. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le Vass avait dit « Nous ne ferons plus jamais une telle offre ». Et il a insisté là-dessus et j'ai dit « Alors je fonce ». Et je dois dire qu'effectivement, l'introduction à la philo, les conditions n'étaient pas optimales pour moi. Quand je suis revenu du travail, j'ai eu un peu du mal à me remettre dedans. Mais il y a quand même déjà ces notions-là. Dans ta formation, savoir lire une étude scientifique, tu en parles. Vers quel cadre tu te rapproches le plus?
Donc, c'était pas, comment dire, on part pas de nulle part. Si ça inquiète peut-être certaines personnes qui s'y intéressent, c'est juste une introduction. Et après, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la mise en pratique, la simplicité. Les minutes sciences sont plutôt cool. Et même si vraiment ça paraît encore un tout petit peu difficile, le fait de savoir le mettre en pratique directement, c'est la grosse plus-value de cette formation. Le fait que vous ayez fait vous-même des cas pratiques sur vous, voilà, on va pas spoiler non plus, c'est la plus grosse plus-value là-dessus. Et moi, je m'intéresse à la nutrition pour moi, mon aspect de compétition. J'en ai appris quelques-unes qui étaient vraiment très bien et qui m'a permis de revoir certaines choses par rapport à ma catégorie de poids. Est-ce que je monte? Est-ce que j'essaye de rester et juste me faire plaisir ou quoi que ce soit en période un peu plus off? Donc c'est vraiment une super formation pour le moment. Je suis content. Voilà. On coupe le clapet de l'instant promo et on revient à nos moutons. Du coup, oui, la manière dont tu définis l'échec, en fait, ça peut être plein de choses, mais il y a plusieurs catégories d'échecs. Il y a un échec momentané, un échec volontaire, des RM et de la perte de vitesse gestuelle. Échec momentané, c'est je me suis donné une consigne, par exemple un squat à amplitude complète. La répétition que je viens de faire, je suis dans l'impossibilité de la faire en amplitude complète, sur la phase concentrique. Ça, c'est un échec momentané, c'est l'échec le plus réaliste du point de vue physiologique et qui est potentiellement le plus représentatif d'une fatigue locale. Entre autres, parce qu'il y a plein de raisons qui sont mobilisées pour l'arrêt de l'effort, qui dépendent de paramètres de perception d'effort plus que vraiment des paramètres locaux de fatigue. Ensuite, il y a des paramètres, il y a un échec dit volontaire. Ça, c'est j'estime que ma prochaine répétition sera un échec momentané. Mais je ne la fais pas. Je me suis arrêté juste avant. Là, c'est une estimation, tu vois. C'est une perception. Souvent, cette estimation-là, en fait, elle se joue notamment quand on voit la vitesse gestuelle du mouvement diminuer fortement et qu'on se dit « Ah, je ne saurais pas ouais. » ou alors « Il m'en reste seulement une ». Enfin, mais le truc, c'est vrai que ça peut être le retour d'expérience, mais le truc, c'est qu'il n'y a parfois pas de corrélation entre ça. C'est-à-dire que, comme je te le disais juste avant, si je prends les revues de littérature sur le sujet, les répétitions de réserve, ça a l'air d'être peu influencé par des variables modératrices comme le genre sexuel, la charge, la durée de l'effort, ou dans une certaine mesure, tu vois. C'est relativement plus, on est globalement assez précis. Lorsqu'on les estime, on est à une répétition près, on est quand même capable d'estimer la répétition de réserve. Avec une plus ou moins grande variabilité entre les individus, hein, tout le monde n'est pas à une répétition, bien sûr, mais l'estimation moyenne est à peu près une répétition. Par contre, lorsque je regarde les pertes de vitesse gestuelle, il se trouve que Eric Helms, Ivan Jukis, des chercheurs comme ça, ils mettent en avant que c'est influencé par ces variables modératrices. Donc tu vois, c'est des échelles qui sont censées essayer de quantifier la proximité à l'échec, mais comme leur construit n'est pas tout à fait identique, il y en a un qui est objectif, il y en a un qui ne l'est pas forcément, qui est perceptif, en fait, ils peuvent être influencés pas tout à fait par les mêmes variables, tu vois. Donc on aimerait qu'ils corrèlent entre eux, qu'ils soient associés, mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours. Ça dépend des conditions expérimentales que j'ai mises en place. De toute façon, du point de vue pratique, les pertes de vitesse gestuelle, on a rarement un accéléromètre avec soi. Avec... Ah ouais, voilà, ouais. Ouais. Voilà. Donc on l'a rarement et ça coûte cher. Ouais. Donc il y a toujours des applis qui permettent de le faire éventuellement si tu veux t'embêter, mais c'est moins évident que de quantifier les répétitions de réserve. C'est moins évident. Il y a un niveau de faisabilité, d'applicabilité qui est probablement plus faible. Ouais. Du coup, est-ce que le RPE9, ça avec... Et j'ai envie de te dire que oui et non. Si je construis mon échelle sur RPE9 égale RIR1, bah oui alors, ouais. C'est comme ça que j'ai construit mon échelle. Maintenant, il faut voir si elle fait de bonnes prédictions. Si à chaque fois que je dis RPE9, je ne suis pas à 1 RIR, potentiellement, c'est que c'est pas la bonne échelle. Mon construit d'échelle n'est pas le bon. Bon, il se trouve que jusqu'ici, c'est Michael Zourdos qui l'a mis en place, c'était en 2016. Les prédictions sont plutôt bonnes, puisque ça représente 74% de la littérature scientifique. Oh, c'est pas vrai, quoi. Qui a fait ça? Le bâtard. Tu peux laisser.
On ne le coupe pas au montage. On ne coupe pas. Surtout pas. C'était Pierre-Élie Bernard. Et c'était, ouais, voilà, chronique de la douleur. Bref, donc du coup, oui, Zourdos, il met ça en place. Il se trouve que c'est 74% de la littérature scientifique qui utilise son échelle. Et c'est essentiellement sur cette utilisation de RPE-RIR, de cette correspondance, qu'on a tendance à observer que c'est assez précis en termes de prédiction, entre guillemets. Donc, j'ai envie de te répondre, oui, si je suis à RPE 9, en moyenne, je serai probablement à RIR 1. Plutôt, ok. J'ai une question qui ne faisait pas tout à fait partie de la liste, Mathias, mais hier, on est allé manger une frite. Ouais. Et je sais pas si c'est très EBP tout ça. Ouais. Moi, je valide personnellement, mais à un moment, on a discuté de quelque chose d'intéressant. Le SRPE. Oui. C'est une quoi échelle, le SRPE? c'est la perception de l'effort de la session. Donc c'est une échelle qui a été proposée par un monsieur qui s'appelle Foster dans les années 90, qui était une... Normalement, quand on parle de RPE, c'est Gunnar Borg qui l'a mis en place dans les années 60. Et ensuite, il a développé son outil pendant très longtemps, et je trouve que c'est un des outils les mieux construits des sciences du sport à l'heure actuelle. Et il est résistant à un certain nombre de conditions expérimentales. Donc c'est plutôt un bon outil d'autorégulation, etc. Et plus tard, dans les années donc 90, il y a Foster qui nous a proposé une échelle de SRPE, donc de Session Rating of Perceived Exertion, qui est plutôt un outil de quantification de la perception de l'effort moyenne sur la session. Il ne veut pas que tu juges le pic ou l'apogée de perception de l'effort de ta session. Il ne veut pas que tu juges chacun des exercices. Il ne veut pas que tu juges chacune des parties de ton entraînement, c'est-à-dire échauffement, corps de séance, cool-down, si jamais tu veux mettre un cool-down. Il te demande de faire la moyenne de la session. Et il te propose ça comme un outil, d'une certaine façon, de suivi et ou d'autorégulation pour les prochaines sessions. Donc c'est un outil qui est rétrospectif. Il n'est pas prescriptif. Donc c'est rétrospectivement, je juge ce que je viens de subir, entre guillemets, en termes de perception de l'effort. J'aime bien l'utiliser, le SRPE. Très utile. Par contre, je tente toujours de le coupler à d'autres échelles subjectives, comme quel a été l'apogée de l'effort. Parce que si ma session, au total, a une faible différence avec mon apogée d'effort, ça veut dire que ma session est probablement très dure. C'est pas une bonne nouvelle que de dire que avec des périodes de repos et un échauffement et potentiellement un cool-down, tu as des valeurs d'apogée et des valeurs moyennes de session qui sont très proches les unes des autres. Ou alors c'était voulu sur une planif d'avoir une session qui est très très dure, mais pour moi c'est pas une bonne nouvelle, souvent. Donc quand il y a de grosses variations entre l'apogée et une perception de moyenne d'effort sur la session, c'est probablement que tu as bien géré les temps d'effort et que tu as été capable de donner une séance à ton athlète haute, une bonne récupération, haute, une bonne récupération. Ce genre de choses. Donc c'est assez sinusoïdal, c'est ce qu'on attend souvent d'une session. Tu ne peux pas être toujours au taquet sur toute la session, c'est pas possible. Impossible. Ouais. Donc quand il y a de faibles variabilités, soit ta session est pas assez difficile parce que ton apogée est très basse, et dans ce cas c'est bizarre, ou alors la SRPE est trop haute. Quand on dit impossible, ça affirme l'hypothèse nulle. Eh oui, merde. Bon, on arrête le podcast. J'ai envie de partir sur un autre sujet, c'est celui de l'adhésion. J'ai beaucoup aimé tes newsletters dernièrement. Je les ai repartagés aussi à des coachs moins expérimentés, des jeunes que l'on recrute en fait au sein du Dynamic Center. Et qui ont parfois du mal d'abord à fidéliser une clientèle, ce qu'on peut comprendre, ou trouver une clientèle. Et il y a aussi tout cet aspect au niveau de l'adhésion. La fameuse pyramide de Helms qui parle au niveau adhésion, qui rejoint un peu la psychologie, quelque part. On se référence beaucoup dans le milieu du coaching à la pyramide de Helms, donc en disant que l'adhésion au programme est primordiale, mais comment? C'est vraiment ça, c'est très bien de me dire ouais, l'adhésion prime, etc. Et des fois, c'est juste résumé à « faut faire les exercices qu'on aime bien ». Pour moi, c'est un peu plus que ça, mais comment faire adhérer une personne qui a du mal à franchir les portes de la salle de sport? Quels sont les tips qu'on pourrait apporter, ou de manière simple, qui de manière simple pourrait l'aider en tout cas à adhérer davantage, ou adhérer tout simplement?
rapide parenthèse, ensuite je réponds précisément à ta question. Je ne suis pas d'accord avec la pyramide de Helms sur la manière dont il utilise l'adhésion. Il met l'adhésion comme base fondamentale de la pyramide, mais c'est pas Dans une la variable. pyramide de l'entraînement. Oui. C'est ça qu'il faut. Exactement. Et l'adhésion, pour toi, C'est adjacent. Voilà, c'est ça. Et forcément, toi, tu mettrais la chose. C'est pas une variable d'entraînement sur laquelle j'ai toujours un contrôle. Attention, voilà, c'est vraiment important. Attention à ne pas spoil parce qu'on en parle dans la formation, les sciences de l'hypertrophie. Ouais, Vous voulez exactement. en savoir plus, prenez la formation. Magnifique, parfait. Ça, il fait mieux la pub que moi, la vache. C'est normal, c'est normal. Donc, pas tout à fait en accord, mais c'est pas grave. L'adhésion, c'est... Il y a différentes manières de tirer une définition de ce terme-là, mais souvent ça se confond avec compliance, observance. Globalement, c'est un pourcentage par rapport à une valeur fixée. C'est-à-dire que 100% des entraînements, c'est ma valeur de référence. J'ai fait 100% des sessions réalisées. Et si j'en ai fait 90 ou si j'en ai fait 80, c'est pas la même chose sur les gains, très certainement. Parce que l'exposition aux contraintes n'est pas la même sur une période de temps donnée. Tu vois. Donc c'est ça qu'on parle, quand on parle d'adhésion, on parle de ça souvent. On parle du pourcentage en nombre de sessions réalisées, souvent. Donc compliance, etc., c'est la même chose la plupart du temps, ou l'observance, ce genre de truc. Maintenant, comment on fait ? Je suis pas spécialiste du sujet, je suis pas un expert du sujet, c'est plus... Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt Liane Fessler éventuellement à qui il faudrait demander, il est doctorant sur le sujet. Il a fait pas mal... Il a parlé notamment pas mal de projets, pas de projets, de choses qu'on avait tendance à revendiquer. Il y a un post qu'il avait fait, on en a parlé notamment à Strasbourg, il me semble, ou à Reims, qui s'opposait à quelque chose qui... Sur les objectifs SMART, c'est ça ? Voilà, ouais. C'était ça. C'était fantastique ce post. Ouais. Il tape un peu sur les doigts de l'objectif SMART. Mais c'est bien parce que ça fait directement le lien avec les tips qu'on a au niveau de l'adhésion. Ouais. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Ok. Donc ça, c'est des objectifs qui sont souvent donnés dans le milieu du marketing, de la communication. Il faut que les objectifs soient SMART. Sauf qu'en fait, du point de vue de la littérature scientifique, ça ne fonctionne pas. Parce que les objectifs sont trop spécifiques, parce que les objectifs sont souvent dépourvus de notion de plaisir. Et parfois, ils sont trop éloignés dans le temps. Et donc, ça veut dire que quand on donne des objectifs à un individu qui sont moins spécifiques, qui sont à plus court terme au lieu d'avoir du long terme, et qui disposent d'affects positifs au lieu d'affects négatifs, alors pour atteindre ces objectifs, on est déjà sur une très très bonne voie. Tu vois, donc quelqu'un qui vient, qui te dit... Je veux courir le marathon, par exemple. Ouais. Prenons cet exemple. Où j'ai envie de courir le marathon, mais je n'ai pas envie de faire plus de 4 heures. On démarre mal. Et en plus, c'est dans 2 ans. Oula. Alors, tenir 2 ans d'entraînement alors que tu n'es pas sûr de tenir ton objectif, il faut avoir une force mentale, une force de caractère plutôt... C'est pour n'importe qui, hein, c'est compliqué. Il faut être une pointure. Ouais, voilà, il faut être la fameuse pointure. Et donc, du coup, ce que tu fais, c'est que tu retournes un peu la manière dont tu qualifies ou dont tu détermines ton objectif. Tu donnes un affect positif. C'est pas « je ne veux pas finir en moins de 4 heures », c'est « je veux finir le marathon ». Ou « je veux prendre du plaisir en finissant le marathon ». Tu vois, c'est ce genre de qualificatif. On a un affect qui est positif, on n'a pas un affect qui est négatif. On n'est pas obligé de le parler dans 2 ans. Peut-être qu'il y a des courses intermédiaires à faire pour voir où tu en es. Donc, ils peuvent servir d'évaluation d'une certaine façon. Mais en plus de ça, qui pourrait juste être un objectif de court terme, plus facilement réalisable, et qui te permettrait de voir que tu es tout à fait capable de faire ce que tu avais prévu de faire. Et ensuite, l'objectif, il n'a pas forcément besoin d'être ultra spécifique. Quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire le marathon, mais qui a juste envie de courir, tu n'es pas obligé de spécifier une distance de course. Tu n'es pas obligé de spécifier un temps. Tu n'es pas obligé de spécifier tout ça. Tu peux être relativement large. Donc ça, c'est une des premières façons. C'est quand tu définis tes objectifs avec ton client ou ta cliente, il faut que tu tentes de voir s'il n'y a pas du plaisir à court terme. Les récompenses de court terme permettent de maintenir l'adhésion sur le long terme.
même si l'objectif final est sur long terme, essaie de découper en sous-périodes avec des objectifs de court terme. Donc, plaisir court terme, affect positif, et pas forcément spécifique. Donc là, tu auras défini un truc qui n'est pas forcément smart, mais qui, en accord avec la littérature scientifique, semble un tout petit peu mieux fonctionner. Voilà, c'est trop restrictif, smart, probablement. Ouais, ok. Ça permet de remettre déjà les pendules à l'heure. Ouais, comme on dit. Et ensuite, il y a plein d'autres petits tips que l'on peut donner. C'est par exemple modifier l'environnement. C'est que l'environnement a une influence majeure sur la manière dont tu adhères à tes entraînements, sur ta motivation, sur le plaisir que tu prends à aller t'entraîner. Donc, je suis désolé, je vais être vulgaire. Si tu peux éviter d'être entouré de connards qui te rabaissent sans arrêt parce que tu n'as pas réussi ta rep, parce que tu n'as pas réussi ton exercice ou parce que tu n'as pas le physique que eux estiment qu'il faudrait que tu aies, c'est cool pour toi, tu vois. Voilà. Si tu peux être entouré de gens qui sont gentils, qui t'accompagnent dans ta progression, qui t'encouragent à faire ce que tu as envie de faire, à condition que ça ne te mette pas en danger, bien sûr, mais là, alors tu as déjà bien modifié l'environnement, en tout cas ton milieu social. Tu peux aussi modifier ton environnement avec des objets. Par exemple, acheter des vêtements qui te plaisent pour l'entraînement. C'est typiquement le genre de petites choses qui sont rigolotes à faire parce que tu te sens bien, tu te sens en confiance. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, notamment des femmes, qui viennent dans les salles de musculation, qui ont l'impression d'être reluquées et pas possible, ou d'être mal perçues, d'être vues comme « Oh, elle est nulle, t'as vu celle-là, un taux de masse grasse qui correspond pas aux standards de beauté du monde de la musculation ou du fitness. Elle ferait mieux de moins bouffer. » Tu vois, ce genre de remarques complètement pathétiques et assez méprisables. Bon, typiquement, modifier l'environnement, parce que tu peux pas toujours avoir main mise sur ce que pensent les autres, malheureusement, ou la manière dont ils verbalisent. Donc, tu modifies l'environnement en prenant des vêtements qui te plaisent, dans lesquels tu te sens à l'aise. Tu mets en place chez toi ton sac avec les affaires de sport visibles. Au moins, tu n'oublies pas que la séance de sport est quelque chose qui devrait être, entre guillemets, être réalisé dans ta journée ou dans ta semaine. Tu vois. Ce genre de choses. Ça, tu en parlais notamment, je pense, dans une de tes newsletters, et tu conseilles une application. Oui, BTS Taxonomy. Oui, qui donne des petits conseils quotidiens là-dessus. BCT, Taxonomy. BCT, ouais. Behavior Change Technique Taxonomy. Changement comportemental. Exactement. Technique de changement comportemental pour adhérer. Tout à fait. Ça, c'est quand même quelque chose de plutôt cool, et en plus, c'est gratuit. C'est ça. Donc, il y a des petites choses. Je pense que insister sur le plaisir, c'est probablement quelque chose qui est... Ouais, c'est important. Hein. C'est probablement le plus important. Presque primordial, on dirait. Oublie, mets de côté parfois la performance. Si c'est l'objectif de long terme, essaie quand même de prendre plaisir dans tes entraînements. C'est pour ça, entre autres, que, on en parlera juste après probablement vis-à-vis de l'EBP, mais l'EBP considère les préférences individuelles. En fait, si tu veux, c'est pas juste de la prescription scientifique comme un médecin prescrit un médicament. J'exagère un peu quand je fais le raccourci, mais on tient compte des préférences individuelles. C'est justement l'occasion, on va pouvoir rebondir dessus. Qu'est-ce que le modèle EBP ? J'ai posé cette question là-dessus à tout le monde pour le moment. Et quelle importance lui accordes-tu dans ta pratique du coaching sportif ? Ça a changé ma vie. Avant, j'étais moche et maintenant, je fais de l'EBP, je suis beau. T'es sûr que c'est pas à cause de la crème Nivea ? C'est pas un modèle, c'est un cadre d'application et de prise en charge clinique. D'accord. C'est de la philosophie, plus que ça n'est de principes applicables et mobilisables tout de suite, mais c'est un cadre clinique d'abord. Donc ça recherche pas la vérité, ça recherche l'efficacité. C'est ça l'objectif premier de l'EBP. Donc, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace ? Et ça, c'est contexte dépendant. Donc quand on parle d'EBP, il y a plusieurs façons de le modéliser. La première manière de le représenter, de l'illustrer, de le modéliser, c'était le triptyque classique avec... Oui, c'est comme ça que moi je l'ai appris, par exemple. C'est le premier qui est sorti, donc en fait, on peut le comprendre, c'est David Sackett, 1995, tu vois. Il le modélise comme ça, ou il le propose comme ça. Donc on a l'expertise de l'individu, la littératie, donc des capacités à mobiliser des connaissances scientifiques et que dit la littérature scientifique sur tel ou tel sujet, telle ou telle question. Et ensuite, le patient. Notamment ses valeurs. Le premier truc qui était mis en avant, c'était ses valeurs, ses préférences individuelles. On parle d'axiologie. Sauf qu'il manque probablement des petites choses. En 2020, il y a Meira qui a proposé sur un préprint
un entonnoir d'étapes successives pour le BP. Première couche, la littérature scientifique. Deuxième couche, l'expertise clinique, qui n'est pas l'expérience. C'est pas la même chose. L'expérience fait partie de l'expertise, mais l'expertise englobe d'autres compétences, ou d'autres lots, ou d'autres outils que l'expérience seule, La réputation. entre autres. Mais j'ai fait toute une conférence sur la notion d'expertise. Est-ce qu'on peut la retrouver sur YouTube? On la retrouve sur YouTube. Donc on mettra le lien en description. Voilà. Donc, lien en description pour la notion d'expertise. C'était un vaste champ, sujet. Vaste sujet. Et ensuite, les valeurs et les préférences de l'individu. J'aime pas cette vision pour deux choses. La première, ce sont des étapes successives qui n'admettent pas qu'on puisse faire retour en arrière ou alors que la première étape puisse être conjointe avec les deux autres étapes. Il faudrait d'abord appliquer la première couche, puis la deuxième, puis la troisième. Non, en fait, on ne fait jamais ça dans la clinique. On fait toujours les 3 ou les 4 en même temps. Il y a le dialogue les unes avec les autres. La seconde, c'est que ça semble mettre plus d'importance d'abord sur la littérature scientifique. Sauf que c'est pas forcément vrai dans le cadre clinique. En fait, ça dépend de la question que je pose, quoi. Imagine-toi un degré de certitude très élevé du point de vue scientifique sur les manières dont il faudrait mettre en place un entraînement pour développer la force, et tu te retrouves en face d'un individu qui, par son contexte, ne peut pas adhérer aux recommandations scientifiques ou au meilleur niveau de preuve dont on dispose. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui imposes quand même le prisme de la littérature scientifique. C'est pas forcément plus important. Moi, j'ai tendance à partir de l'inverse. Sauf s'il demande de faire du squeeze press. Oui, non, mais là, c'est pas pareil, parce que je le prends pas en client. C'est pas pareil, tu vois. Et s'il prend des kettlebells de chez Action. C'est ça. Non, mais tu vois, j'ai tendance, lors de mes coachings et sur les premiers entretiens, à faire l'inverse. Et quelles sont vos disponibilités? Et j'adapterai ce que je sais et les connaissances issues de la littérature scientifique à son contexte précis. Et je serai honnête avec lui ou avec elle, à savoir que c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est optimal pour votre contexte à vous. Donc, la dernière façon de modéliser qui est sortie en 2002 pourtant et qui est un peu mise sur le côté, que je trouve meilleure, c'est celle de Haynes et ses collaborateurs. Et quand ils modélisent le BP, c'est la littérature scientifique, les préférences et les valeurs de ton client ou de ta cliente ou patient ou patiente si on est dans un cadre médical, le contexte et l'environnement là, maintenant, tout de suite, et en plein milieu, ce qui fait le lien entre ce triptyque, c'est l'expertise clinique, c'est toi, c'est le clinicien ou la clinicienne. Ça, c'est une modélisation que je préfère. Elle est plus large. Elle remonte à 2002, celle-là. Elle remonte à 2002. Et je la vois jamais sur les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage. Mais bon, voilà. Donc, c'est une manière de modéliser. Donc, c'est ton expertise clinique qui fait le pont entre ce triptyque. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment saisi un petit peu une grande partie des facettes d'un clinicien ou d'une clinicienne dont nous sommes partie intégrante en tant que coach, tu vois, en tant qu'éducateur, éducatrice sportive. Cette approche pour toi, elle est primordiale dans le travail de coach sportif. En fait, c'est plus qu'une question d'efficacité, c'est une question éthique. C'est-à-dire qu'on dispose d'un modèle qui a fait ses preuves, et ce depuis plus de 30 ans. En tout cas, dans le modèle biomédical, ça fonctionne assez bien. On ne peut pas dire que ceux et celles qui rejettent le BP tel qu'on le formule ou tel que je viens de le formuler soient anti-science non plus, parce qu'en fait, ils prennent toutes les données scientifiques qui les arrangent, la plupart du temps, qui sont souvent mécanistiques, ou qui sont issues de l'anatomie de la physiologie. C'est fou comme l'anatomie et la physiologie ne sont plus scientifiques à partir du moment où c'est un bro qui s'exprime sur le sujet. En fait, c'est des sciences, tu vois. Sauf qu'ils ont une autre manière, une autre épistémologie pour utiliser les données scientifiques. Épistémologie avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est juste ça, hein, tu vois. Mais ils font quand même des sciences à visée clinique. Tu vois, donc ça, ils ne s'en rendent pas toujours compte. Mais bon, ceci dit, c'est pas très grave, mais ils ne s'en rendent pas toujours compte. Donc oui, c'est important. C'est contradictoire, quelque part. Comment ? C'est contradictoire. Je dirais pas que c'est contradictoire, mais c'est incohérent. Ah oui, par contre. Donc oui, ça revêt une importance capitale parce que du point de vue éthique, du point de vue moral, il me semble que c'est mal vu ou ça n'est pas éthique de proposer un cadre qui ne soit pas qui dispose du niveau de certitude le plus élevé possible, ou du niveau d'incertitude le moins élevé possible pour être plus exact. Donc ça veut dire que si tu refuses le BP tel qu'il est proposé, tel que je viens de le formuler, tu es en train de dire à ton client, à ta cliente ou au patient, patiente, je ne vais pas fonctionner avec ce qui, en probabilité, fonctionne le mieux. Je vais faire un peu
Je vais faire un peu au nez, là. Je vais faire un peu au pif, tu vois. Bon, ça se discute moralement. Avec, d'abord, ne pas nuire, mais il y a quand même une question d'efficacité que l'on peut questionner avec nos approches. Et le BP étant le cadre qui semble avoir les plus hautes probabilités de bénéfices, moralement, il me semble que tu es plus ou moins dans l'obligation d'essayer de te rapprocher ou de tendre vers les recommandations de l'EBP. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec tous les outils de l'EBP, mais s'en rapprocher, c'est quand même cool, quoi. Voilà. Donc oui, ça revêt une importance capitale, il me semble. Nous sommes en plein air des réseaux sociaux. Aïe. Là, je prends ma voix grave. Oui, parce que je vois, j'ai peur. Je prends. Ok. Donc, il y a tout qui va très vite. On veut du contenu rapide, que ce soit par les carousels. Des fois, on va juste à la conclusion. Que ce soit par les reels. Ok. Parce que je vais me faire taper sur les doigts si je dis réel. Enfin, petit clin d'œil. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu penses, tu as cité par exemple Layan tantôt, je crois, Ouais, Lion Fessler, ouais. que tu conseillerais de suivre par rapport à son travail? C'est peut-être pas nécessairement dans le coaching sportif, c'est peut-être pas nécessairement en francophonie. Si tu sais le faire, c'est mieux. Qu'on devrait suivre, qu'on pourrait suivre parce qu'on s'intéresse forcément à un sujet en particulier. Bah, Lion, il publie pas souvent, mais quand il publie, c'est de qualité. Donc si vous pouvez suivre les travaux de recherche qu'il met en place, ça peut être cool. Donc Lion Fessler. Je la cite souvent, mais parce que c'est une très très bonne amie et parce que j'estime qu'elle est particulièrement compétente dans les domaines dans lesquels elle évolue. C'est Barbara, tout Barbara simplement, Vulpinari, ouais. qui traite de troubles du comportement alimentaire, entre autres, et d'aménorrhée hypothalamique. Elle s'occupe essentiellement des femmes, entre autres, mais un peu des hommes parfois. Elle a un Et c'est une podcast cas aussi, elle, je pense. Elle a un podcast avec Manon d'Auvergne. Donc Manon, vous pouvez la suivre également. Manon d'Auvergne, elle est kinésithérapeute à La Réunion. Et elle traite, entre autres, des rééducations de périnée, par exemple, de troubles du comportement alimentaire, de course à pied un petit peu, de trail. Voilà. Donc Manon d'Auvergne, Barbara Vulpinari et Lion Fessler. Super, vraiment top. Dernière chose, et non des moindres. Où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont tes services? Bah là, en Belgique, là. Venez. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Petite visite à Charleroi à venir. Il me tarde. On me l'a très bien vendu. Non, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je suis que sur Instagram. Et à partir d'Instagram, je fais les promotions de mes formations. Donc j'ai un Podia, tout simplement. T'as un Podia. Voilà. Ouais. Donc on a parlé aussi de ta formation des sciences de l'hypertrophie. T'as d'autres formations. Oui. Traitant de la lecture critique d'articles. Ça me met un moyen de te soutenir aussi. Ouais. Et puis du coaching, si quelqu'un est intéressé par du coaching. À distance, ouais. C'est ça. parfait. Merci Mathias, c'était Merci à super. toi. Comme d'hab, à Bah chaque ouais. fois qu'on se voit. C'était cool. Merci beaucoup. Forcément, un petit coaching de développement personnel à venir à la fin des podcasts. C'est le prochain podcast. Voilà. Merci, à très bientôt. Bye. Salut.